C'est le chaos de l'équipe de France. Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, l'émission qui vous replonge dans les plus grandes carrières de l'Ovalie. La vie de Bernard Laporte est à l'image de son tempérament, volcanique et imprévisible. Alors les 12 points, ils ont pas fait une passe, pas une. De joueur moyen à plus grand entraîneur du rugby français, en passant par ses frasques de politicien et ses magouilles de businessman, la vie de ce monument de l'Ovalie comporte son lot d'ombre et de lumière. Bernard Laporte est de ceux qu'on a envie de suivre. Mais marcher à ses côtés revient à se jeter dans le cœur de la tempête. C'est prendre le risque de se faire balayer par les rafales médiatiques, d'être soufflé par l'un de ses nombreux coups de gueule. Vous êtes mauvais, vous êtes nuls, c'est nul. De subir les foudres de la justice, mais aussi et surtout de sentir la douce brise de la victoire et du succès. Depuis l'œil du cyclone, Bernie le dingue mène sa barque. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Bernard Laporte. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Et voilà, quand j'ai vu que ce qu'il y avait problème, j'ai dit stop, on arrête. Nous sommes en janvier 2023. Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, est poussé à la démission. La cause, une condamnation. Après des années de scandale, il a décidé de se retirer. Bernard Laporte a annoncé ce matin sa démission de son poste de président de la Fédération française de rugby. 2 ans de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour avoir noué un pacte de corruption avec Moed Altrad, le président du MHR. Une casserole de plus à mettre à son actif. Pourtant, tel un félin, Laporte parvient toujours à retomber sur ses pattes. Aujourd'hui directeur du rugby pour le Montpellier Hérault, il se fait plus discret. À presque 60 ans, il continue d'esquiver les condamnations et les polémiques comme un ailier navigue entre les plaquages. Joueur du Bègle champion de France, entraîneur et manager du RCT et du Stade français, sélectionneur du 15 de France, directeur du MHR, président de la Fédération française de rugby, animateur et chroniqueur radio, écrivain, commentateur et consultant télé, homme d'affaires à succès et même secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Bernard Laporte a un CV long comme le bras. Il a vécu 1000 vies, avec à chaque fois son lot de succès, de scandales et de procès. Pourtant, rien ne le prédestinait à devenir l'homme le plus influent du rugby français. Bernard Laporte est né le 1er juillet 1964 à Rodez, dans l'Aveyron. Il connaît une enfance simple au sein d'une famille modeste. Petit, il s'essaye au rugby et en tombe instantanément amoureux. Il fait ses classes à l'UA-Gaillac, où il fréquente notamment un certain Vincent Moscato. Énormément de souvenirs puisque j'y ai débuté, j'ai connu toutes les joies de l'adolescent jusqu'en junior avec 2 titres de champion de France et je dirais que mon enfance c'est Gaillac. Passionné, presque fanatique de ce sport, son sport, Bernard ne surpasse ses coéquipiers que par son amour dévorant pour l'Ovalie. Car il faut bien l'avouer, il n'est ni le plus talentueux, ni le plus athlétique parmi ses camarades. En revanche, le brassard finit toujours par lui atterrir sur le bras. C'est là sa plus grande force. Des juniors, bam. Là, on a senti qu'il prenait un virage, qu'il s'installait vraiment dans sa vie d'homme. C'est-à-dire qu'il était demi-mêlée, c'est vite devenu le capitaine, très rapidement. Mais tout aurait pu s'arrêter en 1985. Le jeune Aveyronnais est victime d'un grave accident de voiture. Le chirurgien lui annonce qu'il ne pourra plus jamais jouer au rugby. Moi, je suis un ressuscité. J'avais 21 ans. C'était le jour de ma libération de l'armée. Effectivement, le jour de mon départ, ils ont voulu qu'on fasse un pot, comme on dit, de départ. Même pas 1 heure après, je me suis endormi et j'ai pris un platane qui fait que j'ai été éjecté de la voiture et que je suis certainement un ressuscité. Le plus terrible arrive pour moi. Le médecin de l'hôpital militaire, il me dit, tu sais Bernard, le rugby, ça va être compliqué. Comme s'il m'avait mis un coup de poignard, quoi. Alors pour garder un lien avec l'Ovalie,
il s'intéresse au coaching. Je veux dire, ma femme va m'acheter des livres sur le rugby, sur l'entraînement du rugby, parce que dans ma tête, je me disais, faut vite que je bascule dans l'entraînement, parce que je peux pas. Le rugby était ma vie. Mais le Maigrichon est un solide. Il se remet finalement sur pied et peut miraculeusement continuer sa carrière. En 1991, il est le demi de mêlée et capitaine de la formidable équipe de Bègles Bordeaux. Aux côtés des Rapetous, menés par son ami Vincent Moscato, il remporte le précieux bouclier de Brennus face à l'ennemi toulousain. L'immense accomplissement d'une carrière modeste qui s'achèvera en 1993, à seulement 29 ans. Car l'avenir du garçon est ailleurs. S'il y a une chose à comprendre sur Bernard Laporte, c'est que sa vie est régie par des rencontres. Personnage illustre ou simple anonyme, elles marquent chaque étape de sa folle carrière et lui font prendre une direction inattendue. Alors qu'il est entraîneur du Stade Bordelais, Laporte est approché par Max Guazzini, le président du Stade Français Paris. L'homme d'affaires a de l'ambition et souhaite propulser le club parisien au sommet du rugby français. Il compte y mettre les moyens et offre à Bernard les rênes du projet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Guazzini a eu le flair. Pendant 3 ans, le Stade français gravit progressivement les échelons. En 1996, le club monte en 2e division, puis termine premier du championnat et retrouve l'élite. Avec des joueurs comme Vincent Moscato, décidément inséparable de son ami d'enfance, Marc Lièvremont ou encore Christophe Dominici, le Stade français cartonne. Bernard Laporte est un homme pressé qui grille les étapes. Avec lui, les résultats ne tardent jamais. De promu, le Stade français accède à la finale du championnat 1998 où il ne fait qu'une bouchée de Perpignan. À 1 mètre de la ligne. Oh, regardez le collectif. Le collectif qui vient. Ça ne veut pas passer. Mitton, Juillet. Est-ce que ça va finir par passer? Combat! Des bas-fonds de la 3e division au podium du Stade de France, Bernard Laporte est un des grands artisans de cet exploit inédit. Mais son destin hors du commun le mène déjà vers de plus glorieux horizons. Dans des adieux déchirants à Jean-Bouin, il ferme un chapitre de sa carrière. Et le plus mauvais souvenir, c'est le dernier match, quand je pars. Ça, c'est clair. Même s'il y avait beaucoup d'émotions, que Max avait tout fait, je suis arrivé au stade, merci Bernard, tous les mecs avaient des t-shirts, merci Bernard, c'est-à-dire, 1000 mecs avaient ton t-shirt, quoi. Il y avait plus de sponsors, il y avait merci Bernard partout, peut-être tu te dis, attends, c'était énorme, mais trop émouvant pour moi. Mais tardait que ça finisse, quoi. T'as l'impression d'être lâche. Parce que c'est quand même eux qui t'aident à grandir, quoi. C'est ces joueurs, c'est ces mecs, et puis après, tu leur dis, merci, vous m'avez tout donné, vous m'avez fait de moi un bon entraîneur, parce que c'est ça aussi, hein. Vous avez fait de moi un bon entraîneur, puis maintenant je me casse, je vous laisse démerdez-vous, quoi. C'était dur, ça. Devant lui, s'ouvrent maintenant des portes qui étaient jusqu'ici toujours restées closes, celle du 15 de France. Sa nomination à la tête de la sélection après la Coupe du Monde 99 lui offre une nouvelle stature. Bernard Laporte fait une entrée fracassante dans les foyers de millions de Français. Il n'est pas prêt de les quitter. Très vite, il devient le monsieur rugby de la télévision. Il faut dire que l'Aveyronais prend beaucoup de place. Autant, voire plus que ses propres joueurs. Silhouette longiligne, petites lunettes rondes, sourire malicieux et accent du sud-ouest à couper au couteau. Je suis monté de ma province bordelaise, une région que j'adore, Bordeaux, le bassin d'Arcachon, c'est des endroits merveilleux. Bernard est facilement identifiable. Sur le banc, en conférence de presse ou en tribune, il hurle son amour du jeu avec plus ou moins de retenue. Mais c'est dans le vestiaire, son royaume, que Bernie le dingue abandonne toute forme de courtoisie pour montrer qui il est réellement. C'est pas comme ça que je champion du monde, les mecs. C'est pas comme ça. Pas faire de faute, mettre du rythme, respecter, pas faire de faute, pas faire de faute, pas faire de faute. Adepte de discours galvanisants et de gueulantes mémorables, Bernard a de la gouaille. Il sait parler et aime rappeler qui est le patron, sans jamais oublier de mobiliser ses troupes. Directif, exigeant, sûr de ses plans, il dirige d'une main de fer dans un gant d'acier. Si Jacques Fouroux était le petit caporal, lui, il est le grand général, le Kaiser, comme certains le surnomment.
ce qui ne l'empêche pas de gagner le respect de son vestiaire, grâce à son leadership naturel. Vous a sélectionné, c'est parce qu'on croit en vous. Vous êtes à l'avenir, il reste 2 ans pour la Coupe du Monde. Maintenant, quand je vous vois et quand je vois vos tronches, je suis un peu inquiet quand même. Quand on chante, faut chanter, on chante, ça c'est sûr. Et du combat, sans combat, il essaie les plumes. La plus grande qualité d'un entraîneur, c'est d'être entraînant. Il doit donner le tempo. Tu n'apprends pas à jouer au rugby à Johnny Wilkinson. Tu peux être le plus grand intellectuel du jeu, si tu n'es pas entraînant, il manque un truc. Niveau tactique, il est intransigeant, voire buté. Mais paradoxalement, il porte une attention toute particulière à sa relation avec les hommes. Laporte est un scientifique du jeu et un maître du management. Un gars qui sait où il va et surtout avec qui. Pas question de s'entourer de mecs qu'il n'apprécie pas et qui n'adhèrent pas entièrement à sa philosophie. Selon ses propres mots, on est dur quand on aime. Au cours de son mandat à la tête des Bleus, Laporte découvre la tempête médiatique et goûte à ses premières polémiques, seulement sportives, pour le moment. Évidemment, il connaît aussi le succès. En 2002, il réalise le Grand Chelem avec une équipe ultra compétitive. Son but est de bâtir un groupe soudé et solide. Une véritable armée pour partir en guerre. Car pour lui, le rugby est avant tout un sport d'affrontement, de contact. Voté par les Français monopolise 1 ou 2 joueurs anglais de... Au-delà de toute considération tactique, il exige de ses soldats qu'ils répondent présents dans le défi physique. Du combat, quitte à rompre avec la tradition et le French flair. Le résultat passe avant tout. C'est avec cet état d'esprit que le 15 de France sera en Australie pour la Coupe du Monde 2003. Impressionnant de maîtrise, les Bleus se hissent jusqu'en demi-finale. Depuis son arrivée, Laporte s'efforce d'insuffler un pragmatisme à l'anglaise à son équipe. On monte, combat, y'a que ça à faire, D'accord, 4 minutes pour la finale, y'a que ça à faire, c'est pas compliqué ça, hein. Ça c'est pas compliqué à faire, hein. Peut-être aurait-il dû aussi leur apprendre à jouer sous la pluie. Et est arrivée cette finale où on espérait tous effectivement un terrain sec, un peu de soleil, ça nous aurait arrangé. Mais bon, malheureusement, orage, pluie depuis le matin, c'est comme ça fait partie de la vie. Et ils étaient plus costauds que nous devant, notamment, et plus aptes à maîtriser ce genre de conditions climatiques. Malgré l'échec en demi face aux Anglais, le Kaiser est maintenu en poste. Par la suite, il remporte un grand chelem supplémentaire et 2 autres tournois destination, ce qui porte son total à 4 victoires en 8 ans. Pas mal. Malgré son statut de sélectionneur, il réussit également à rester proche de ses hommes. Pourtant, il lui a fallu composer avec de sacrés caractères. Chabal, Michalak et dans une moindre mesure Dominici. C'est une secte, c'est une évidence. Et puis il y avait des mecs fabuleux, quoi, des mecs, des bouts en train, des mecs qui font vivre une équipe. Voilà, des mecs bonnards, comme on dit dans notre milieu partout, quoi. Et puis des bons joueurs de rugby, parce qu'on fait une bonne Coupe du Monde en termes de contenu. Il a su gérer les égos de ses superstars populaires. Toutes se sont effacées pour le bien du collectif. Car au fond, la vraie superstar de l'équipe de France, c'est lui, et personne d'autre. Et ça, les médias l'ont bien compris. Je répète, une dernière fois, pour tous ceux qui n'ont pas compris. Je pose la question à tous, qui a oublié le ballon? Oh putain, c'est moi qui l'avais le ballon. De l'équipe de France, Bernard Laporte et son capitaine Fabien Pelouse. Oui, Fabien, oui. Donc je crois que Richard a eu des déclarations qui sont déplacées. Je crois que Richard, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est un salarié comme moi, quoi. Quand tu veux ouvrir ta gueule, tu mets des ronds comme il a fait Mourad, t'achètes un club et là tu peux ouvrir ta gueule. Là tu peux faire ce que tu veux. Ce que j'ai dit à cet arbitre d'ailleurs, c'est que je ne peux plus cautionner qu'il nous arbitre. Il nous vole à chaque fois qu'il nous arbitre. Je veux bien comparer mon palmarès et le sien, pour ce qu'il a fait dans sa vie et ce que j'ai fait dans la mienne, mais quand il arrive dans le vestiaire, je vous garantis, on a l'impression du Premier ministre. Et après sur le terrain, ce qui m'agace le plus, et là, c'est son devoir, c'est qu'il est nul. Il est incompétent, complet. Et là, il y en a marre au bout d'un moment. Sa longue aventure avec le 15 de France s'achève en 2007, après un parcours en Coupe du Monde aussi chaotique que mémorable. D'abord, cette fameuse histoire de la lettre de Guy Moquet. Qui a pas travaillé avec le rugby, bien sûr, qui a fait simplement un mec qui est un jour à décider, à l'âge de 17 ans, d'aller combattre pour son pays, le nôtre, la France. Et à travers cette lettre, j'ai retrouvé les valeurs et les vertus de notre groupe, c'est-à-dire beaucoup de courage, beaucoup de lucidité et beaucoup d'engagement surtout. Fier de le pays, fier de se préparer pour le pays comme vous l'avez fait, d'accord? Parce que, comme je vous le disais, on a donné rendez-vous à notre histoire, à l'histoire de notre sport et à l'histoire de notre pays. Ma petite maman chérie.
Mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. Je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je ne peux pas la lire. Donc si quelqu'un peut la lire, ok, parce que je la trouve pleine de sens. Et bon, c'est Clément Poitronneau qui avait beaucoup de courage, elle l'a lu. Sincèrement, si c'est ça qui faisait gagner ou perdre les matchs, ce serait facile le rugby. Et la défaite catastrophique contre l'Argentine en ouverture. Mais c'est vrai que c'est un début de Coupe du Monde manqué, avec ce match d'ouverture notamment qui est manqué, mais qui fait qu'après il y a énormément de pression parce qu'on sait qu'il faut gagner tous les matchs, donc après on s'est mis énormément de pression. Puis, un quart de finale inoubliable face aux All Blacks à Cardiff, qu'on vous a déjà raconté en vidéo. Elissalde, c'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale. Mais je sentais qu'on n'allait pas à l'abattoir. Voilà, et c'est ce que je disais toute la semaine. Je veux si on doit finir, je veux qu'il se rappelle de nous, quoi. En disant ça a été dur de battre la France. Voilà. Tout ça pour être encore stoppé en demi-finale par un numéro de soliste de Sir Johnny Wilkinson. And Wilkinson has done it. This is almost déjà vu. Mais cet échec n'a pas la même saveur qu'en 2003. Cette fois, les Bleus sortent par la grande porte. Il y a des regrets, mais la mémoire collective retiendra l'exploit de Cardiff, plus que tout le reste. Cette équipe, elle a dégagé des valeurs, tout simplement, et les gens s'y sont certainement associés. Donc voilà, vu de l'extérieur, je crois que c'est une réussite. Pour nous, ça n'est pas une, puisque nous, on voulait gagner et qu'on ne l'a pas fait. Bernard Laporte quitte le rugby, une figure populaire qui abandonne un monde sportif rude pour un univers politique. Laporte tire sa révérence après 8 ans de bons et loyaux services. Dans l'histoire de la sélection, seul l'illustre Jacques Fouroux a fait mieux. Encore une fois, Berny clôt un chapitre pour en ouvrir un autre, plus ambitieux. Immédiatement après la Coupe du Monde, il intègre le gouvernement de Nicolas Sarkozy en tant que secrétaire d'État au sport. Une nomination fruit d'une énième rencontre. Et cette rencontre va une nouvelle fois faire basculer sa vie. Mesdames et messieurs, Madame la ministre chargée des Sports, chère Roselyne, Monsieur le secrétaire d'État au sport, cher Bernard. Mais pour un homme qui fonctionne à l'affect et qui fait du groupe le moteur de ses projets, le monde de la politique est bien trop cruel. On ne gère pas un ministère comme on gère un club de rugby. Les valeurs, s'il y en a, ne sont pas les mêmes et la victoire n'est jamais garantie. Alors en 2009, à l'occasion d'un remaniement ministériel, il quitte son poste pour retourner à des affaires plus rugbystiques, avec plus ou moins de succès. Il obtient tout d'abord un poste d'administrateur à l'Aviron Bayonnais, qu'il quitte au bout de 3 mois seulement suite à un désaccord avec le président. Puis en mai 2011, il fait son grand retour au Stade Français, en tant que vice-président d'honneur. Le club de la capitale est en difficulté financière, et Laporte tient absolument à aider son ami Max Guazzini. Mais victime d'une escroquerie par les fonds d'investissement FACEM, il ne peut pas endiguer la crise au Stade Français. Le club est sauvé de la relégation, mais Max Guazzini est remplacé. Honteux de ne pas avoir pu correctement épauler l'homme à qui il doit sa carrière d'entraîneur, j'étais forcément pas triste, mais j'étais plus que triste. Pour moi, c'est un drame personnel. Bernard Laporte abandonne son poste et tourne définitivement la page parisienne. Après 2 échecs consécutifs, le Kaiser veut retrouver la place qui est la sienne. C'est alors qu'un homme, avec qui il a déjà eu quelques frictions dans la presse par déclaration interposée, lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Encore une histoire de rencontre hasardeuse qui rebat les cartes de son destin. Cet homme, c'est Mourad Boudjelal, le fantasque président de Toulon. L'offre, coacher les Galactiques du RCT, tout simplement. Toulon l'avait déjà marqué au fer rouge et noir par le passé. C'était en 1991, lors d'un 8e de finale de championnat de France. Le RCT d'Éric Champ et Daniel Herrero recevait le Bègle des Rapetous dans un stade Mayol à feu et à sang. Une bagarre générale entrée à la postérité. L'un des grands souvenirs de Laporte en tant que joueur. Sur la pelouse de Mayol, Berny a versé son sang. Il ne l'a jamais oublié. Alors, séduit par la ferveur de la rade et par la personnalité, je pense tout simplement qu'on est nul. On arrive à la limite de ma patience. Et le portefeuille de Boudjelal, il accepte. En septembre 2011, Bernard Laporte devient le nouveau manager du RCT. Il s'installe sur le banc comme une rockstar remontée sur scène après des années d'absence. Très attendu par les supporters de la rade, qui voient en lui l'homme providentiel, celui capable de gérer cet effectif XXL
et de guider les rouges et noirs vers les sommets. Ironie du sort, il y retrouve son bourreau Johnny Wilkinson, celui qui a tant de fois brisé ses rêves. Il était toujours l'entraîneur de l'équipe de France et on avait beaucoup de respect comme joueur. On savait qu'il était capable de créer des tactiques, des plans de jeu incroyablement précis et efficaces. Alors pour moi, c'était un plaisir de rencontrer Bernard quand j'étais ici, mais ce que m'a donné plus de plaisir, c'est de le voir sur le terrain. Il connaît très bien le rugby et on peut voir pourquoi la France a été si fort pendant les années. Bernard le ministre troque donc le costard pour le survêtement et redevient Bernie le dingue. Le Kaiser s'installe sur le banc 12 ans après son aventure parisienne. Toujours habité par la même ferveur, il ne lui faut pas beaucoup de temps pour retrouver ses marques, ni même pour lever la voix. On fait pas 3 passes d'affilée. On avance à les Joe, on se fait prendre les ballons derrière. Merde, un peu plus d'application quand on a le ballon. Et encore moins pour regoûter au succès. Toulon est sacré champion d'Europe. Lors de ses 5 saisons sur la rade, le RCT joue 8 finales, pour un triplé légendaire en Coupe d'Europe et un fantastique doublé Coupe Championnat en 2014. Un bilan qui met tout le monde d'accord, même ses plus grands détracteurs. On en parle souvent des anciens, de ceux qui ont fait des choses, etc. Je leur disais, il faut écrire quelque chose. Une finale perdue, on s'en rappelle. Une finale gagnée, c'est écrit à vie. La saison est terminée ce soir, je vais bien en profiter. On a ramené la Coupe d'Europe à Toulon, et ça, personne ne pourra jamais nous voler. Tu sais, dans ta vie, on te prend plein de choses. Mais ça, cette ligne-là, personne ne pourra nous la voler. Mais au-delà des résultats, on retient ce duo infernal Laporte-Boudjelal, toujours prêt à se défendre l'un l'autre à coups de conférences de presse électriques et de punchlines bien senties. Il est où notre jeu, quoi ? On est nul, on vaut que dalle, il fallait dire, et pas dire je crois en cette équipe de France. Le chéquier, c'est ça, je sais pas, le chéquier du truc, mais ils ont un budget plus important que le nôtre, d'accord ? Son patron est multimilliardaire. Il y a un président qui m'avait, première convocation, qui avait dit qu'on m'avait vu 17 fois à la télé. Donc le mec, il s'est quand même tapé 80 minutes de match et il a compté, quoi. Il faut vraiment qu'il ait rien à foutre. Il faut croire que les caramels ne se distribuent pas seulement sur le terrain. Ces belles années permettent également de découvrir un Bernie plus patient, plus à l'écoute de son groupe. Après avoir remporté le titre de champion d'Europe à Cardiff en 2013, l'équipe réclame un quartier libre pour fêter ça. Et cela, malgré la demi-finale de Top 14 prévue une semaine plus tard. Les joueurs insistent même pour maintenir l'entraînement. La troisième mi-temps fut rude, mais le lendemain, tout le monde répond présent, excepté Delon Armitage. Pour Pierre Mignoni, l'adjoint, il faut le renvoyer, mais Bernard préfère consulter son groupe. On leur a demandé leur avis. Ils ont décidé d'une sanction financière. Pierre était encore énervé. Quelques jours plus tard, Delon nous envoie en finale de Top 14 après une course de 40 mètres qui finit entre les poteaux. Delon Armitage qui repique vers l'intérieur, qui échappe au plaquage de Doucet, qui va filer vers l'essai. Il a marqué celui de la finale de H-Cup et il marque l'essai qui enterre sans doute définitivement les espoirs toulousains. Quelques années plus tôt, comme Pierre, j'aurais viré Armitage. Avec l'expérience, on apprend. Delon avait la confiance de ses coéquipiers. Après 5 ans dans le Var, Bernard cède une nouvelle fois aux sirènes de la politique. Cette fois, il abandonne sa place au soleil pour le costume de président de la Fédération française de rugby. Un statut extrêmement prestigieux, mais si Bernard l'entraîneur a toujours fait l'unanimité partout où il est passé, l'histoire de Laporte le politique est bien plus controversée. En 2016, il est donc élu à la tête de la FFR en capitalisant sur la colère du monde amateur. Avec son slogan « La fédération c'est vous », il promet aux petits clubs et collectivités d'être enfin écoutés et de jouir des millions brassés par la professionnalisation du rugby. On s'est engagé auprès de nos clubs amateurs et donc on va mettre tout ça en œuvre dès demain matin. De belles paroles qui ont dû lui rappeler ses années au gouvernement. Il parvient d'ailleurs à se faire réélire en 2020, 10 jours à peine après la publication de l'affaire Altrad. Mais rattrapé par ses démêlés judiciaires, il n'ira pas au bout de son mandat, laissant une fédération en crise au mois de janvier 2023. Quelques hauts faits de son bilan en tant que président de la FFR sont tout de même à souligner. On peut notamment lui reconnaître quelques succès, comme l'attribution de la Coupe du Monde 2023 à la France, ou encore
sa nomination à la vice-présidence de World Rugby en 2020. Également l'abandon du projet Grand Stade, ou encore les décisions bénéfiques au rugby amateur, comme le décalage des horaires de match en top 14, justement pour libérer un créneau pour que les gens puissent aller voir jouer le club amateur du coin. Malheureusement, ces mandats sont entachés par de nombreuses polémiques, qui révèlent la face sombre de Bernard Laporte. D'abord, l'éviction de Guy Novès, limogé pour faute grave. Il cherche encore quelle faute il a bien pu faire d'ailleurs. Novès est remplacé par Jacques Brunel, un grand ami de Bernard Laporte. Ces fervents défenseurs parlent de copinage, quand le reste crie au favoritisme. Toujours dans cet esprit de copinage ou de corruption, c'est vous qui voyez, les proches de Bernard Laporte auraient profité de son mandat pour s'en mettre plein les fouilles, et l'opposition regrette un gouvernement très clanique. Mais un formidable orateur qu'il est, Bernard vous dira qu'il voulait créer un groupe soudé, comme dans une équipe de rugby. C'est dans la difficulté depuis 6-7 ans. C'est une évidence. Aujourd'hui, il fallait changer de projet, de philosophie, de stratégie. C'est ce que nous avons décidé, puisque notre volonté, c'est de rassembler les entraîneurs du top 14, les clubs du top 14 autour de cette équipe de France. Les rassembler, ça veut dire impliquer encore plus les entraîneurs. Je pense que Guy n'était plus l'homme de la situation. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais manager. Il a un palmarès considérable et qu'il faut un palmarès que l'on respecte et que je respecte. Mais voilà, nous avons estimé que c'était plus l'homme de la situation et qu'il fallait partir sur un nouveau projet avec de nouvelles têtes et encore une fois une véritable synergie avec le monde professionnel. On passera également sur toutes les autres affaires dans lesquelles il a été impliqué, car en plus d'être un politicien controversé, il est aussi un homme d'affaires aux méthodes parfois douteuses. Propriétaire de restaurants, campings, casinos et autres sociétés, il a plusieurs fois été accusé, entre autres, de tentatives d'extorsion de fonds, d'abus de confiance, d'emploi fictif, de fraude fiscale, de faux et usage de faux, de recel ou encore de détournement d'actifs. Un inventaire à la Prévert presque aussi garni que son palmarès d'entraîneur. Une facette qui vient ternir une longue et glorieuse carrière. À vouloir être sur tous les fronts, on finit inévitablement par se faire prendre en étau. Bernie le dingue, passionnant et passionné, s'en est allé, laissant sa place à un Monsieur Laporte, politicien calculateur et businessman véreux. Aujourd'hui, le Kaiser fait profil bas, attendant patiemment que le soufflet du scandale retombe. Tel Icare, l'Aveyronais s'est-il brûlé les ailes en voulant s'élever trop haut au-dessus de la mêlée ? Peut-être. Mais attention à ne pas l'enterrer trop vite, car Bernie a cette étonnante manie de toujours retomber sur ses pattes. Il positive tout. Tu penses qu'à un moment donné il va tomber, tu penses que mais en fait il se relève tout. Quoi qu'il en soit, Bernard Laporte reste l'un des personnages les plus influents du rugby français. L'homme qui a fait la pluie et le beau temps pendant plus de 20 ans. Quelque part, il incarne l'Ovalie dans tout ce qu'elle a de meilleur et de pire à offrir. De joueur moyen à président de la FFR, en passant par coach mythique du Stade français et du RCT, sans oublier ses années 15 de France, c'était l'histoire de Monsieur Bernard Laporte. On joue comme on s'entraîne. On joue comme on s'entraîne. Si à partir du moment, à partir de maintenant, on axe tout sur ce premier match Fidji, là, d'accord, sans arrêt on y pense, sans arrêt truc, sans arrêt, cette semaine sans arrêt, on sera champion du monde, les mecs. On sera champion du monde. Moi, je suis convaincu. Quand tu regardes l'arbitre et qu'il va siffler, que tu sais que tu as gagné, que tu vas aller chercher le bouclier, etc., c'est unique. Tu as l'impression que tout s'arrête ou que tout commence. Et c'est le titre au Stade de France. C'est la première finale au Stade de France. On joue contre Perpignan, 45 000 Perpignanais au stade. C'est magique, quoi. C'est fabuleux. Et le plus mauvais souvenir, c'est le dernier match, quand je pars. Ça, c'est clair. Stop, debout, qu'est-ce qu'on a dit Olivier, retiens-toi. Ne déséquilibrez pas la première ligne, putain, retenez-les. Émotionnellement, il est fort, ce match. Il est très fort. Moi, je suis parti, j'ai pas vu les 2 dernières minutes, je ne pouvais plus. Parce que j'ai attendu derrière, avec tout le monde qui grondait, j'ai passé la tête comme ça et j'ai vu les mecs en bleu qui se tombaient dessus, j'ai dit, on a gagné, quoi. C'est ici que j'ai rencontré le président de la République, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur,
Et donc on faisait des footings effectivement sur la plage là-bas le matin. Pour une famille modeste comme la mienne, le jour où leur fils il est nommé secrétaire d'État au sport, qui rentre dans un gouvernement, pour eux, les bras leur en tombent, c'est évident. Le jour où il est sorti du ministère, je crois que ça lui a fait beaucoup de mal. Je pense que ce jour-là, il n'a pas dit, parce qu'il est comme ça, Bernard, il est encore une fois plein de retenue. Quand Mourad m'a appelé, quand le président Tour m'a appelé, dans ma tête, je n'allais pas y aller. Top! Là, tu ne sers à rien, Benji. Donc on se concentre, on est agressif quand on a le ballon, ou quand on l'a pas. Quand l'arbitre a sifflé, on ferme sa gueule. Nous, on se concentre sur le jeu. C'est un moment que j'aimais beaucoup, ça. Parler à mes joueurs la veille du match, ou à la remise des maillots. Voilà, parce que tu délivres des derniers messages de vérité, de sincérité, et qui font qu'à certains moments aussi, tu t'en vas, toi. C'est eux qui vont combattre, et toi qui vas les regarder combattre.